faut vraiment faire participer la personne, aller dans son univers, aller dans son contexte et lui demander directement c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses objectifs et quels moyens elle peut mettre en place pour les atteindre de manière réaliste, dans un temps aussi qui est réaliste. Quand on intervient auprès des personnes dépendantes, on peut se rendre compte qu'ils sont à différentes étapes de leur processus de changement. On a la phase de pré-contemplation, la phase de contemplation, de préparation, de mise en action, la phase de maintien et la phase de rejet. Dans cette phase-là, les personnes ne reconnaissent pas vraiment avoir un problème. Pour eux, c'est pas vraiment grave. Par contre, ils commencent à avoir certaines conséquences. Donc, ils commencent à se questionner tranquillement. Puis en tant qu'intervenant, ce qu'on doit faire, c'est justement travailler sur le lien de confiance. Probablement que c'est une des premières fois que la personne s'ouvre. On explore l'univers de l'autre personne, les raisons pourquoi elle consomme, puis on vient semer des doutes. Donc, aller questionner certaines conséquences qu'ils nous ont mentionnées. Il y a des choses à éviter. On évite de donner notre opinion. On évite de banaliser ou dramatiser la situation. Puis on évite de prendre position aussi. Pour vraiment rester dans l'univers de la personne et respecter son propre rythme à elle, jusqu'à temps qu'elle se rende par elle-même à une motivation de commencer tranquillement à mettre des choses en place. À l'étape de la pré-contemplation, ça peut être surtout l'entourage de cette personne-là qui va nous contacter. Les parents, les amis, les conjoints-conjointes, eux, ils vont nous demander justement des trucs pour venir émerger une motivation chez la personne. Par exemple, eux, ils vont se sentir épuisés, ils vont se sentir mal outillés pour aider la personne. Puis nous, on va venir les aider justement à retrouver un contrôle sur leur situation, à voir où leur marge de manœuvre, puis aussi leur champ d'action justement, tout en respectant les limites personnelles de l'autre personne et son rythme. À cette étape-là, la personne elle commence à prendre conscience qu'elle a une problématique. Donc, elle commence à se questionner, elle commence à voir encore plus de conséquences. Elle commence tranquillement à voir des avantages aussi de changer ses comportements puis de travailler sur ses habitudes de consommation. À cette étape-là, on va faire émerger justement un discours de changement. On va aller regarder les avantages et les désavantages de changer ce comportement-là, ainsi que les avantages et les désavantages de maintenir le comportement. Donc, vraiment aller faire la balance décisionnelle, voir les avantages et inconvénients pour voir justement qu'est-ce que la personne cherche puis qu'est-ce qu'elle aimerait. On va explorer justement les forces de la personne. Donc, c'est quoi ses forces personnelles, c'est quoi les forces de son entourage. Par contre, une chose à éviter aussi dans l'intervention à cette étape-là, c'est de tomber en mode action. La personne n'est pas encore prête à passer à l'action. Elle est encore dans l'exploration de sa situation, dans l'exploration de ce qu'elle veut faire. Donc, tomber en mode solution peut freiner la personne. Donc, c'est vraiment important de rester dans son univers, de faire émerger le discours de changement, mais de laisser son pouvoir d'action à la personne. Dans cette étape-là, la personne est rendue au point où est-ce qu'elle se dit qu'il est temps qu'elle change. Elle se sent prête à changer, à mettre des choses en place, elle se sent prête et motivée à réorganiser sa vie. À cette étape-ci, en tant qu'intervenant, ce qu'on fait, c'est vraiment cibler les besoins de la personne. Donc, c'est quoi ses besoins? C'est quoi ses attentes aussi? Est-ce qu'elle veut arrêter? Est-ce qu'elle veut diminuer? Est-ce qu'elle veut diminuer pour ensuite arrêter? Donc, il y a plusieurs objectifs que la personne peut se donner. Puis c'est vraiment de prendre avantage de la période de temps où est-ce que la personne est motivée. Mettre en lumière les changements principaux que la personne peut mettre en place dans un contexte qui est réaliste aussi, avec les moyens qu'elle a. En tant qu'intervenant, ça peut être facile de tomber en mode solution dans cette étape-là, puisque la personne nous dit qu'elle est prête à changer. Par contre, un des dangers, c'est que nous, on arrive avec nos solutions déjà faites. Donc, il faut vraiment faire participer la personne, aller dans son univers, aller dans son contexte et lui demander directement c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses objectifs et quels moyens elle peut mettre en place pour les atteindre de manière réaliste, dans un temps aussi qui est réaliste. Donc là, on est rendu dans la mise en action. Ce qui veut dire que tout ce que la personne avait décidé et qu'elle voulait faire, là, elle commence à les mettre en place. Donc, à cette étape-ci, elle peut distancer sa consommation, elle peut aller faire une thérapie. Il y a plusieurs actions qu'on peut mettre en place, changer son entourage, etc. C'est vraiment à cette étape-ci que là, la roue commence à tourner puis que le changement commence à s'entamer. Dans ce moment-là, on peut donner des ressources. Enfin, on peut donner des ressources à toutes les étapes. Par contre, à cette étape-ci, les ressources vont vraiment être plus thérapeutiques, plus curatives. Donc, la personne va vraiment chercher des ressources pour la soutenir dans la mise en action, en fait, des choses qu'elle avait préparées, de ses objectifs qu'elle s'était mises, des attentes qu'elle avait. Des fois, il y a des moyens qui sont mis en place qui ne sont pas nécessairement en lien avec des objectifs. Donc, c'est vraiment, nous, on va regarder qu'est-ce qui se passe. C'est important de respecter le rythme de la personne puis de ne pas aller trop vite aussi. La personne est prête à changer, mais ça reste quand même qu'elle a un rythme à respecter pour ne pas trop la débalancer puis qu'elle retourne, qu'elle fasse un pas en arrière vers sa zone de confort qui est la consommation et perdre l'ouverture vers la motivation au changement.
Dans cette étape-ci, la personne va chercher un nouvel équilibre, puis aller regarder si des objectifs qu'elle s'était mis sont encore réalistes. Par exemple, quelqu'un qui avait mis comme objectif une abstinence complète, est-ce qu'elle est capable de le maintenir? Est-ce que l'abstinence est faite pour elle? Ou au contraire, une personne qui veut aller dans la réduction, est-ce que la réduction se fait trop graduellement, pas assez? Donc, c'est là qu'on va maintenir les nouvelles actions, mais explorer aussi s'ils sont toujours adaptés au contexte de la personne. Nous, dans ce contexte-ci, on va vraiment explorer avec la personne, on rentre dans son univers, on regarde qu'est-ce qui fonctionne pas, puis comment adapter ce qui fonctionne pas pour que ça fonctionne. La sixième étape de la roue du changement, c'est la phase de chute ou de rechute. Donc, c'est à cette étape-ci que la personne va vivre des difficultés au niveau du maintien de ses nouvelles habitudes, de son nouvel équilibre, et il peut avoir un recul ou un retour, en fait, aux anciennes habitudes. Et il peut avoir plusieurs raisons pour ça. Une émergence d'une problématique sous-jacente, comme par exemple santé mentale, trauma du passé, agression, difficultés financières, bref, il peut y avoir plusieurs raisons qui mènent la personne vers des choix de consommation. Donc, à cette étape-ci, c'est là où est-ce que la personne se rend compte que ses objectifs ou les attentes qu'elle s'était mises n'étaient pas complets. Il y avait certains angles morts, certaines lacunes, et ça a causé une rechute. Donc, à cette étape-ci, la personne a deux options, soit retourner à ses comportements d'avant, ou sinon adapter son nouvel environnement afin que justement il n'y ait plus les éléments déclencheurs pouvant justement causer cette rechute-là. On a une ligne très fine en tant qu'intervenant, donc de ne pas banaliser la rechute, mais ne pas la dramatiser non plus. Au niveau de la banalisation, c'est très important de ne pas tomber de ce côté-là, puisque une rechute peut entraîner beaucoup de conséquences. Par exemple, si une personne a arrêté sa consommation pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et qu'elle rechute et qu'elle consomme les mêmes quantités qu'elle consommait avant, sa période d'abstinence a fait en sorte qu'elle a perdu sa tolérance. Donc, elle peut réagir plus fortement à la dose que normalement elle connaissait, ce qui peut avoir un risque au niveau des surdoses ou des psychoses, bref, toutes les conséquences qu'il peut avoir à une surconsommation. Par contre, il ne faut pas non plus venir la dramatiser. Parce que dramatiser une rechute peut entraîner justement une perte de motivation chez la personne. Elle peut se dire, ben, je suis bon à rien, j'y arriverai pas, j'ai rechuté. Et nous, en tant qu'intervenants, il faut justement venir faire émerger le discours de changement. Il faut voir la rechute plus comme étant un angle mort que la personne n'avait pas vu ou n'avait pas exploré, plutôt que quelque chose de fataliste ou une condamnation.